J'aime bien, quand on va parler futur du travail, de commencer par faire un petit état des lieux du travail actuellement. Et j'aimerais savoir, dans la salle, parmi vous, qui se lève tous les matins en étant hyper motivé pour aller bosser. Est-ce que vous pouvez lever la main? Ok. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes un panel qui est bien au-dessus de la moyenne nationale. Aujourd'hui, la moyenne nationale, la réalité française, c'est que 95% des salariés français se disent désengagés. Et quand on voit ce chiffre, 95%, c'est énorme, ça veut dire que ce n'est pas simplement une question de génération, ça va bien au-delà de ça. À ce stade-là, c'est un phénomène qui touche tous les âges, tous les secteurs et tous les métiers. On peut plus dire qu'il s'agit de névrose individuelle, mais c'est bien tout le système de travail actuel qui est en crise. Et nous, notre conviction chez Switch, c'est que ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité que de subir son job, ce n'est pas une fatalité que de se lever le matin avec une boule au ventre et de se dire qu'on va passer 8 heures sur un bullshit job auquel on ne croit pas du tout. Et ce qui est important pour nous, c'est de se dire que non seulement ce n'est pas une fatalité, mais qu'on a, pour nous, c'est un vecteur de réalisation et de réalisation de soi. Et quand on a lancé Switch Collective, pour savoir si on n'était pas complètement à côté de la plaque sur cette définition, on a demandé à un sociologue du travail, Michael Dandrieux, de savoir quelle était, selon lui, l'essence du travail. Et c'est une conférence qui est en ligne, que je vous encourage à regarder, qui est top. Et la définition qu'il en donne, c'est qu'on ne travaille pas pour faire des produits et des services qu'on va consommer ensuite. On travaille parce qu'on croit à des projets et qu'on a envie de les réaliser ensemble. Et pour lui, la définition du travail, c'est de faire œuvre ensemble. Et je trouve que cette définition, moi, elle me parle beaucoup et elle est beaucoup plus enthousiasmante. On sent qu'il y a beaucoup plus de souffle, beaucoup plus d'envergure. On rêve en grand plutôt que de se parler simplement du travail qui est beaucoup plus enfermant. Donc, ce que je voudrais aborder avec vous ce matin, c'est de savoir, dans le monde de demain, parce qu'on va quand même parler du travail de demain, dans le monde de demain où tout bouge, où on va être secoué dans tous les sens, où on va être en pleine perte de repères individuels et collectifs, comment est-ce qu'on continue à faire œuvre ensemble? Comment est-ce qu'on ne se replie pas chacun sur soi dans un moi, dans un repli pour se protéger d'un moi contre le monde? Et ce qui est sûr, c'est que nous, notre vision du coup chez Switch, c'est de se dire qu'on rêve d'un monde du travail de demain où chacun serait à sa place, au bon endroit, au bon moment, mettre ses talents, son énergie, son temps au service des projets auxquels il croit vraiment. Et que cette place, elle n'est pas ancrée dans le marbre, évidemment, elle est changeante, elle évolue en fonction de ses envies, de ses rêves, de ses aspirations, et que cette place aussi, elle est prise dans un tout qui est plus grand que lui, un collectif qu'il renforce, qu'il enrichit et qu'il dépasse. Ça, c'est notre vision profondément optimiste et positive chez Switch Collective, du travail comme un vecteur de réalisation de soi. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on est un peu à contre-courant de l'imaginaire collectif ambiant. Je ne sais pas si vous regardez des séries en ce moment, mais les plus gros succès de 2018, c'est quand même des dystopies profondément cauchemardesques. Et si on regarde aussi les discours des grands penseurs, enfin en tout cas de certains penseurs de notre époque, de Stephen Hawking, mais aussi d'entrepreneurs comme Elon Musk ou Mark Zuckerberg, ils sont profondément alarmistes sur le monde du travail qui nous attend et le monde plus globalement qui nous attend. Et ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, quand on regarde ces fictions, on ne s'endort pas serein après. Ça dépeint un monde avec une société hyper contrôlante où on sera constamment espionné, où les robots potentiellement demain vont hacker votre cerveau, ils seront en mesure de savoir ce que vous ressentez, ce que vous percevez, ce que vous pensez avant même que vous l'ayez pensé, avant même que vous le sachiez. Donc ce qui est sûr, c'est que ce monde-là, ces fictions-là, elles sont pas forcément très réjouissantes. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas de savoir si elles sont réalistes ou pas, c'est pas de rentrer dans un débat, est-ce qu'elles sont possibles ou pas, c'est de s'interroger pourquoi est-ce qu'aujourd'hui,
on est dans un imaginaire collectif assez catastrophiste. Pourquoi est-ce qu'on rêve de demain et que notre rêve pour demain, c'est un cauchemar? En fait, on est la première génération à avoir plus peur de notre futur que de notre passé ou de notre présent. Pour nos parents et nos grands-parents, il était évident que la vie de leurs enfants serait meilleure que la leur. Aujourd'hui, nous, quand on se projette dans la vie pour nous demain et dans la vie de nos enfants demain, non seulement on est intimement convaincu qu'elle sera pire, mais pour nous, c'est un véritable cauchemar. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est d'interroger ça, de se demander pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de se projeter et de faire de demain une vision aussi cauchemardesque. Et je trouve que la personne qui répond le mieux à cette question, c'est, vous le connaissez sûrement, Yuval Noah Harari. Et Yuval Noah Harari, c'est l'historien qui a écrit Sapiens, Homo Deus. Et donc son métier en tant qu'historien, à la base, c'est d'essayer d'analyser et de comprendre notre passé pour nous permettre de construire un meilleur présent. Et ce qui est intéressant, c'est que son dernier livre, ça s'appelle « 21 leçons pour le 21e siècle », et donc il prend complètement le revers de son métier d'historien, il analyse les futurs possibles pour nous permettre de, justement, construire un meilleur présent. Et quand on lui pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il s'est prêté à ce jeu et à cet exercice, il répond qu'aujourd'hui, on est face à un tournant, on est à un tournant, un moment charnière. Et le problème, c'est que contrairement aux autres époques, ce moment charnière, il n'est pas visible. Il est complètement latent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a en germe toutes les graines des cauchemars qui nous sont présentés dans les dystopies, dans les séries ou dans les discours de Stephen Hawking, mais c'est absolument pas visible là, maintenant, concrètement. Et c'est pour ça qu'on s'y intéresse pas. Et c'est pour ça que lui, il a fait de sa mission de donner à voir ce à quoi pourrait ressembler le monde demain. Montrer que dès aujourd'hui, il y a toutes ces graines qui peuvent nous amener à un futur qui sera profondément cauchemardesque et qu'on ne contrôlera plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise la peur, pas pour nous faire paniquer, mais comme un électrochoc pour nous pousser à agir. Pour qu'on transforme cette peur, pour qu'on se dise « surtout pas ça ». Et qu'en se disant « surtout pas ça », on se dise « ok, mais du coup, de quoi j'ai envie? Je rêve à quoi pour demain? Ça ressemble à quoi le monde du travail auquel moi j'ai envie de contribuer ?» Et du coup, c'est de nous redonner notre pouvoir d'action et de nous remettre dans une place centrale dans la construction du monde de demain et du monde du travail de demain. Et là-dessus, le travail a une place centrale. Le travail a une place centrale parce que c'est là où vous passez la majeure partie de votre temps. Ce n'est pas avec votre famille, ce n'est pas avec vos enfants, c'est au travail. C'est là où vous passez 8 heures par jour. Et donc, si vous mettez tout votre temps, toute votre énergie, tous vos talents, toute votre attention au service du monde en quoi vous croyez, ça peut être extrêmement puissant. Et si on le fait tous, c'est là où les choses vont commencer à bouger. C'est parce qu'on mettra notre vie personnelle et professionnelle au diapason de nos aspirations que les choses vont commencer à changer. Et quand on demande à Yuval, du coup, quel est l'enjeu principal du monde de travail de demain, à quoi est-ce que ça va ressembler, il dit le monde du travail de demain, ce qui est certain, il y a une seule certitude qu'on peut avoir, c'est qu'il va être tout le temps en mouvement. Il va constamment changer. Et du coup, il y a une chose qu'on devra tous faire, il y en aura plein d'autres, mais ce dont on peut être sûr dès aujourd'hui, c'est qu'il y a une chose qu'on devra tous faire, c'est de se réinventer. C'est de savoir se réinventer constamment. Ça tombe bien, parce que nous, c'est ce qu'on appelle switcher. C'est ce qu'on appelle switcher, le fait justement de constamment se recréer, se réinventer pour être dans un monde en constant changement, pour être en phase avec ce qu'on fait et ce en quoi on croit. Ce qui est certain, c'est que switcher, dans la définition qu'on se donne, c'est synonyme de toute la fin du monde du travail tel qu'on l'a connu. C'est la fin des carrières linéaires, c'est la fin un diplôme, un métier, une carrière pour toute la vie. Votre vie professionnelle, elle ressemblera beaucoup plus à une suite de cycles professionnels, qui d'ailleurs ne vont pas forcément s'enchaîner de façon linéaire, mais qui se chevaucheront, qui s'entremêleront, qui se croiseront. Vous aurez plusieurs vies, voire vous aurez plusieurs vies en même temps.
Et il y a une citation de Seth Godin qu'on aime beaucoup qui dit « Mon grand-père a eu le même travail toute sa vie, mon père a eu 7 métiers différents et moi j'en ai 7 en même temps. » Donc on voit bien l'accélération des cycles professionnels. Et ce qui est intéressant, c'est pas de se dire qu'on va zapper d'un job à un autre, qu'on va changer constamment, d'être dans une injonction à la réinvention et du changement pour le changement, parce que ça, c'est pas intéressant, ça risque de vous amener sur des voies qui sont pas les vôtres. Ce qui est intéressant, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait de ces occasions de se réinventer des opportunités et pas des challenges qu'on subit. Comment est-ce qu'on en fait des opportunités de se réaligner, de se remettre à sa place au bon endroit, plutôt que de le vivre comme un futur anxiogène qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas et qui nous laisse complètement dépourvus. Nous, aujourd'hui, on en a fait notre métier. On a accompagné plus de 2000 personnes justement dans ce processus de réinvention de soi pour qu'ils puissent créer le job qui leur correspond, qui leur ressemble, créer le mix d'activités auxquelles ils croient et dans lesquelles ils vont s'épanouir. Et ce qui est certain, c'est qu'il y a plusieurs points qui sont essentiels. Le premier, c'est de se familiariser avec demain. Bien sûr que si le monde change constamment, vous allez devoir toujours avoir un œil sur ces mutations pour comprendre comment est-ce que le travail, comment est-ce que ça va impacter le travail, comment est-ce que le travail en soi va changer et comment est-ce que votre travail plus particulièrement va évoluer. Mais ça va être absolument nécessaire pour que vous sachiez comment vous orienter à très court terme, mais ça ne va pas être suffisant. Parce que quand tout est mouvant, quand tout bouge constamment et que plus rien n'est fiable, sur quoi est-ce que vous pouvez vous reposer pour prendre vos décisions et savoir ce vers quoi vous avez envie d'aller? La seule chose qui ne bougera pas et qui est immuable et qui restera toujours, c'est vous. Donc il faut repartir de vous. Et c'est pour ça qu'on aime beaucoup cette citation de Jim Morrison qui dit « Il n'y a pas de révolution globale sans qu'il y ait avant de révolution personnelle. » C'est en repartant chacun de se poser la question de qu'est-ce qu'on croit et qu'est-ce qu'on a envie de voir advenir et comment est-ce qu'on se met au travail pour faire advenir ça dès aujourd'hui, qu'on fera changer les choses pour demain. Et cette révolution personnelle, elle commence par une première chose, c'est d'apprendre à mieux se connaître soi. Apprendre à mieux se connaître, savoir qui on est, comment on fonctionne, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui a du sens pour nous, quels sont les critères personnels et subjectifs de notre réussite. Et ça, c'est un sujet qui est compliqué parce qu'on n'a pas du tout été câblé pour. On ne sait pas, on ne nous a jamais appris à se poser ces questions-là à l'école. On ne sait pas faire. On nous a appris à toujours viser le meilleur en soi, mais on ne nous a pas appris à se poser la question de quel est le meilleur pour nous. Dans quoi est-ce qu'on est bon ? Qu'est-ce qu'on a envie dans quoi est-ce qu'on a envie de s'impliquer? À quoi est-ce qu'on a envie d'œuvrer? Ça, c'est le premier point, c'est de repartir de vous pour savoir vers quoi est-ce que vous avez envie d'aller. Et ensuite, le deuxième point qui sera essentiel, c'est de se poser la question dans ce monde où tout va changer en permanence, où les compétences ou les métiers vont devenir obsolètes de plus en plus rapidement, comment est-ce que vous restez à la page? Comment, une fois que vous avez défini ce vers quoi vous voulez aller, comment est-ce que vous construisez votre crédibilité, votre légitimité pour rester pertinent? Et là, il faudra adopter une attitude d'apprentissage et d'apprentissage permanent, une posture d'éternel débutant, qui implique à la fois de rester ouvert, curieux, de toujours rester à l'écoute du monde des possibles, mais aussi de se poser la question de rester dans cette attitude, posture d'humilité et posture également de savoir vers quoi est-ce que vous avez envie qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre, pardon. Donc posture d'éternel débutant, de revenir à ce qui savoir repartir de zéro dans une certaine mesure. Repartir de zéro, ne plus avoir oser perdre ses galons, son statut, tout ce dans quoi on a investi pour
pouvoir se repartir sur une nouvelle page. Le troisième point qui sera essentiel, c'est que s'il est important d'apprendre et d'apprendre en permanence, ce sera également essentiel de passer le plus rapidement possible à l'action, de faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a 70% des étudiants qui sont formés à des jobs qui n'existeront plus dans 10 ans. Le temps moyen d'obsolescence d'une compétence, il est de 2 ans. Donc vous voyez bien que si vous passez 2 ans à vous former, si vous passez 2 ans à apprendre, ce que vous aurez appris sera déjà obsolète. Donc l'enjeu, c'est de passer le plus rapidement à l'action, d'apprendre en faisant. Et de se poser la question de quel est, vous, ce dans quoi est-ce que vous avez envie de vous impliquer, de vous engager. Pour finir, pour nous, du coup, pour résumer les 4 points clés pour justement apprendre à se réinventer, le premier, c'est de comprendre le monde qui change, de capter les signaux faibles, pour savoir dans quelle mesure votre métier va être impacté et comment et pas être pris de court. La deuxième chose, c'est de repartir de vous. C'est ça qui est le plus important. Et donc de miser et d'investir sur vous. S'il y a une seule chose dans ce monde de demain où tout change constamment et où tous les paris vont être extrêmement risqués, le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est d'investir sur vous-même. Et donc de repartir de vous et de passer du temps, de prendre le temps de vous connaître. Et la troisième chose, une fois que vous vous connaissez, que vous savez ce vers quoi vous avez envie d'aller, là-dessus, de prendre le temps de vous former et de vous former en permanence. Et donc prendre le temps d'apprendre et d'apprendre justement sur des nouveaux territoires, sur des nouveaux domaines, de ne pas rester simplement dans votre précaré. Et la quatrième dimension, c'est cet apprentissage, faites-en quelque chose de dynamique, faites-en quelque chose d'actif, et du coup, tout de suite, essayez-vous, tout de suite, testez-vous, tout de suite, expérimentez. Restez pas simplement dans le conceptuel, dans le mental, mais vraiment tout de suite d'y aller, d'oser et de se tester. Donc, pour moi, ce qui est intéressant quand on se pose la question du futur du travail, c'est pas tant de savoir qu'est-ce que sera le monde demain, parce que là-dessus, on n'en sait rien. La seule certitude qu'on peut avoir, c'est l'incertitude. Mais ce qui est important, c'est de savoir, vous, quelle est votre propre vision du monde de demain, de vous intéresser à tout ce qui peut arriver, à tout ce qui est en germe, à toutes les visions effectivement cauchemardesques, pour vous dire à quoi je veux œuvrer demain pour que surtout Black Mirror n'arrive pas. Et à partir de ça, commencer à y travailler et à y travailler dès aujourd'hui. Voilà. Merci.